apparaît, disons, dans sa figure comme cette capacité d'interpeller l'humanité dans la nouvelle responsabilité qui lui est reconnue d'organiser elle-même son ordre social et de l'organiser en fonction d'idéaux qui ont une valeur qui transcende les intérêts, les situations de l'état de fait. Et donc, il y a dès le début, dans cette émergence d'une figure d'intellectuel dans l'Occident moderne, c'est-à-dire à partir du XIVe, l'art gothique, et puis ensuite la Renaissance, et puis ensuite l'âge classique, et puis tout ça en relation avec l'émergence de l'État national, qui n'a pas toujours pris la forme de la construction directe de l'État-nation, hein, mais qui a pris la forme d'une transformation du rôle de la royauté ou des princes, etc., comme responsable d'un ordre politique qui était un ordre commun, puis qui n'était plus leur patrimoine propre. Et donc, cette figure de l'intellectuel, c'est, au fond, à travers elle, que se fixe, mais personnalisée, une exigence tout à fait collective de réflexion sur la signification de la vie commune et sur l'ensemble des valeurs qui, pour tout le monde, justifient finalement que l'existence ait telle ou telle forme. Alors, au début, le cœur de la réflexion intellectuelle n'était pas forcément la question de la justice. C'est venu, moi je dirais, progressivement à travers l'autonomisation de l'économie marchande, qui est, comme on le sait, la cause majeure de toute injustice. Dans les sociétés traditionnelles, il y avait des injustices en termes d'une très grande échelle des attributions qui étaient faites à la noblesse, au clergé, à l'église, aux notables, par rapport au peuple, par rapport aux paysans, mais dans le contexte de la naissance d'un ordre bourgeois, on peut en voir les prodromes dès le XIIe siècle, dans les communes médiévales. Le peuple prend la figure, d'une certaine façon, de l'être humain anonyme, qui est doté, en tant qu'être humain universel, d'une capacité de jugement. Et l'intellectuel est celui qui s'adresse à cette capacité de jugement. Dans l'Antiquité, les grands philosophes, Platon, Aristote, etc., jouaient le même rôle. Mais il y a une grande différence par rapport au temps moderne, c'est qu'ils ne comprenaient pas directement cette capacité comme devant s'adresser nécessairement à la totalité du peuple. S'adresser plutôt quand même à des disciples. C'est-à-dire que dès la cité athénienne, il s'est produit il y avait une dissociation de base entre les hommes libres et les esclaves. Et bien sûr que les philosophes ne s'adressaient pas aux esclaves, même si certains ont effleuré dans l'Antiquité l'idée d'une dignité puis d'une liberté humaine universelle. Cet universalisme se limitait au monde des gens qui avaient des biens, des gens qui avaient un statut dans la société, c'est-à-dire des hommes libres. Mais au-delà de ça, les philosophes ont très vite fait l'expérience que dans les assemblées populaires à Athènes et plus tard à Rome, ce qui déterminait la participation du peuple comme tel, c'était beaucoup plus les jeux des intérêts immédiats, que le jeu de la réflexion, ce qui fait que, on pourrait dire, dès à partir des Grecs, la philosophie a accepté d'être marginalisée, et puis donc de viser un idéal qui était plutôt un idéal individuel, un idéal de sagesse, un idéal de bonne vie qui s'adressait aux individus, et où on s'adressait à des individus particuliers qui se constituaient en collectivité autour des philosophes de renom sous forme d'école. Et donc il y a eu un côté de fermeture un peu ésotérique de la philosophie grecque après les grands noms, Socrate, Aristote, etc., Platon. Il y a eu une sorte de fermeture dans des écoles ésotériques. Et là,
le christianisme qui a été une des cibles principales à la fin du Moyen-Âge de la critique des intellectuels ou de la pensée ou de la raison dont les intellectuels s'emparaient, mais au nom de tout le monde, le christianisme a quand même élaboré une des conditions essentielles à la genèse de cette figure moderne de l'intellectuel, en faisant de la question de la vérité, à travers le dogme religieux, une question qui concerne absolument tout le monde. Vous voyez, ce qui, chez les Grecs, avait fini par concerner seulement les personnes choisies, d'une certaine façon, par leur statut social, par leur orientation personnelle, et où l'objectif était la bonne vie personnelle, une certaine conduite sage de sa propre vie, a été involontairement universalisée dans l'Occident chrétien, parce que la vérité dogmatique valait absolument pour tous, et pas seulement pour certaines catégories socio-professionnelles, et que dans ce tous, le christianisme avait unifié, et donc fait d'une certaine façon abstraction du statut social des personnes. Il n'a évidemment pas aboli les différences de statut, il a même souvent servi à les propager, puis à les soutenir, puis à les défendre, puis à les justifier, mais quelque part dans la théologie, on s'adressait à l'être humain universel à travers l'idée que tout être humain était une créature de Dieu et qu'il avait, on pourrait dire, ontologiquement ou métaphysiquement la même valeur et la même capacité. Et donc, c'est dans le contexte de la réflexion qui s'est intégrée dans les universités du Moyen-Âge autour de la théologie et qui a créé la renaissance de la philosophie, que s'est créée, on pourrait dire, la première idée d'un espace public universaliste. Il n'était pas universel de fait, mais il était universaliste, disons, de nature, ou en tout cas par idéal. Et ça permet de dire en passant que l'idéalité fait partie de la réalité la plus matérielle, entre guillemets, de la vie collective. La vie collective s'est jamais rabattue sur l'état de fait des choses, les pratiques telles qu'elles existent. Elle a toujours été intégrée par la perspective de référence à des justifications qui se présentaient comme ayant une valeur qui dépasse, qui transcende la situation de fait empirique. Donc c'est la première période, c'est cet essor d'une place de la réflexion, on pourrait dire professionnelle, des philosophes qui se dégagent de la théologie, tout en restant dans le cadre de la théologie, mais ils soumettent la théologie à un regard critique. À mon sens, ils inaugurent un débat public sur les valeurs et puis sur la justification des institutions sociales dans lesquelles ces valeurs sont censées se concrétiser. Ce n'est pas forcément les philosophes scolastiques médiévaux qui ont reformulé les fondements des institutions, mais ils ont soumis malgré tout les institutions existantes, la royauté, le pouvoir, la famille, l'Église, à l'exigence d'une justification, disons, intellectuelle, professionnelle. Et ce faisant, même s'ils s'adressaient qu'à des étudiants, ils ouvraient le champ de la réflexion à toute personne capable de comprendre, de connaître et de se prononcer sur ces mêmes questions. Vous voyez ? Alors le champ de la diffusion, c'était essentiellement le champ de l'éducation. Alors en Occident, il faut reconnaître que l'université médiévale, c'est quelque chose qui a ouvert le champ de l'éducation au-delà des 1000 formes d'apprentissage orientées uniquement vers la pratique. Toute société socialise les individus, toutes les mères apprennent à parler à leurs enfants, puis on dit que c'est le langage maternel, les pères y participent aussi, puis l'environnement y participe et tout, mais donc toute société transmet
non seulement un langage, une capacité abstraite de parler, mais un savoir dire des choses réelles, concrètes, qui sont comprises par les autres. Donc là, il y a une première étape de transmission de valeurs, de culture, etc. Mais en Occident, et puis cette transmission, elle s'est toujours spécialisée. Il n'y a jamais eu d'artisanat sans des transmissions de savoir-faire artisanaux, mais qui étaient limitées à une catégorie particulière de personnes, et puis même qui tendaient à être maintenues dans un certain secret, un certain caractère ésotérique. Hein, la preuve, c'est pas une preuve, c'est un indice. Le mot industrie, qui a eu une si grande postérité, voulait dire industria en latin, qui venait de ando struere. Struere, c'est construire, puis ando, c'est dire à l'abri, à l'intérieur hors du grand jour. Par opposition aux maçons qui construisaient des bâtiments à la lumière du soleil que tout le monde pouvait voir et juger, les artisans dans leur échoppe, dans l'ombre de leur échoppe, construisaient des choses dans le secret, à l'abri de la vue. C'est d'où le mot industriel. Alors ce qui va se passer avec l'université, c'est que la réflexion sur la justice, sur les valeurs, sur les fins de la vie, sur la nature humaine, ces choses-là, enracinées dans la théologie, va sortir du domaine de la pure dogmatique, c'est-à-dire va sortir de l'indiscutable de l'autorité des pères de l'Église, des philosophes de l'Antiquité qu'on cite, etc., pour faire l'objet d'un débat. Et le lieu de ce débat, c'est la soutenance de la thèse, la disputatio. Et là, tout le monde peut venir. Il n'y a pas seulement les membres de l'université, mais n'importe qui peut assister et éventuellement peut intervenir. Vous voyez ? Donc c'est une amorce d'un espace public qui est limité au monde universitaire, avec ses privilèges corporatifs, etc. Mais dans l'idée, il y a une ouverture, et donc je dirais que c'est là que naît potentiellement la fonction de l'intellectuel. Mais au Moyen-Âge, elle reste subordonnée, pour l'essentiel, à la théologie. Et la théologie, bon, sociologiquement, on peut dire qu'elle a essentiellement servi à justifier un statu quo sous le prétexte où, à l'intérieur de l'idée, que le statu quo social faisait partie de la création divine et qu'il était justifié par Dieu. La différence du statut entre l'homme et la femme, entre le seigneur et le paysan, etc., faisait partie d'un ordre dont on reconnaissait qu'il n'était pas idéal, qu'il était contraire d'une certaine mesure à la liberté des chrétiens, mais cette liberté a été repoussée, disons, dans les mains de Dieu qui jugerait au moment du jugement dernier ou à la mort d'une personne selon ses mérites, et parmi les mérites restait l'idée qu'il fallait se conformer à la position qu'on avait dans la société. Vous voyez ? Donc, par l'intermédiaire de la discussion théologico-philosophique des universités médiévales, ce carcan du dogme va commencer à sauter. Mais il ne se dirige pas tellement dans une critique directe des institutions, mais dans la nécessité de leur justification. Alors c'est dans les siècles suivants, avec l'essor de la bourgeoisie, avec la contestation de l'ordre social féodal que va mener la bourgeoisie, que cette critique universitaire va sortir des murs de l'université et va déboucher, là il faut aller vite un peu, sur le discours des Lumières qui ne sont pas pour l'essentiel liés à l'université institutionnellement ou professionnellement. Dans cette deuxième phase, on pourrait dire elle culmine dans le mouvement des Lumières au XVIIIe siècle, il apparaît que la figure de l'intellectuel se trouve liée d'une manière privilégiée à une attitude de contestation de l'ordre existant, et non plus de justification raisonnable de l'ordre existant. Vous voyez, c'est une transformation. Encore une fois, elle s'est préparée sur 2-3 siècles, mais il y a une figure là qui naît de l'intellectuel, qui conteste au nom de la raison, au nom de l'universel humain, au nom de la raison qui appartient à tout le monde, et au profit de tout être humain, un caractère jugé injuste, jugé obscurantiste, jugé autoritaire et